Numéro 14, S-222. Senator McPhedran. Sénatrice McPhedran. Merci, Votre Honneur. Honorable sénateur, je propose que le projet de loi S-222, loi visant à élargir le droit de vote au Canada, soit lu maintenant pour la deuxième fois. Il est proposé par l'honorable sénatrice McPhedran, appuyé de l'honorable sénatrice Sorensen, que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois. En débat, la sénatrice McPhedran. Je vous remercie de nouveau, Votre Honneur. Chers collègues, je commencerai mon discours en français. En tant que sénatrice du Manitoba, je reconnais que je vis sur le territoire du Traité 1, le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene, ainsi que le patrie de la nation métisse de la Rivière-Rouge. Je remercie tous les sénateurs et sénatrices qui ont pris la parole pour débattre de l'élargissement du droit de vote, qu'ils soient favorables ou non à cette mesure. Un débat riche et ouvert ne peut qu'enrichir les délibérations du Sénat sur toute question soumise à notre Chambre. Je suis particulièrement fière et profondément reconnaissant envers mes collègues du Sénat qui, lors du débat sur une version précédente de ce projet de loi, dans les derniers jours de la 43e législature en 2017, ont reconnu le potentiel et voté pour son renvoi en comité pour des études approfondies. Il s'agissait du premier projet de loi de vote 16 à franchir l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes ou au Sénat, qu'il soit d'accord ou non avec l'élargissement du droit de vote. Une majorité a reconnu l'importance de confier à un comité le soin d'étudier et d'évaluer les mérites de ce projet de loi. Il s'agissait d'un signal clair de deux choses. Première, que nous reconnaissons et respectons l'importance des jeunes dans notre démocratie, que leur implication accrue dans le processus électoral mérite notre étude et notre attention sincère. Et deux, que nous honorons notre devoir mandatoire de prendre sérieusement en considération les questions d'importance nationale. Comme beaucoup le savent, lorsque je suis arrivée dans cette chambre, j'ai mis en place un comité consultatif jeunesse. En 2017, mon premier plan stratégique qui a été formé avec un groupe divers de jeunes leaders a aussi compris des jeunes francophones qui ont fait l'élargissement du droit de vote leur priorité absolue. En fait, la première organisation jeunesse nationale au Canada qui s'est concentrée sur les avantages de vote des jeunes de 16 et 17 ans a été la Fédération de la jeunesse canadienne française, il y a plus de 20 ans. La jeunesse mène le vote 16 jusqu'à ce jour. Je reconnais qu'il existe des opinions diverses sur cette question, mais j'espère que vous conviendrez comme sénateurs et sénatrices. Nous devons d'abord et avant tout examiner les propositions législatives que nous sont présentées. Les preuves en faveur de l'augmentation de l'âge du vote sont multiples et je renvoie tous les sénateurs à notre site web vote16.ca où vous pouvez trouver notre collection de discours au Sénat et un examen complet des preuves qui comprend des données, des recherches universitaires empiriques, des avantages culturels et sociaux documentés et des décennies d'expérience prouvée de pays pionniers comme l'Autriche, l'Écosse, le Brésil. Maintenant, 17. Depuis que j'ai présenté ce projet de loi il y a 7 ans,
les preuves, les études universitaires et les preuves concrètes de ces bienfaits n'ont fait que croître. Pour résumer les preuves de l'enregistrement du droit de vote en démocratie, rien de grave ne se produit. Dear colleagues, Chers collègues, permettez-moi de répéter ce que je viens de dire en anglais. Le résumé des preuves fondées sur la recherche concernant l'impact sur les démocraties de l'élargissement du droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans est le suivant. Rien de grave ne se produit. Depuis le dépôt de mon premier projet de loi sur le vote 16, la tendance mondiale à l'élargissement du droit de vote n'a cessé de croître. Voyons voir ce qui est pertinent pour le contexte canadien. Il y a eu cette annonce sans précédent du gouvernement du Royaume-Uni, un pays de 70 millions d'habitants répartis dans quatre pays, dis-je, qui a récemment annoncé que les jeunes de 16 et 17 ans voteront aux prochaines élections. Le premier ministre Starmer a déclaré que si vous pouvez travailler et si vous pouvez payer des impôts, si vous pouvez servir dans les forces armées, alors vous devriez pouvoir voter. Et le premier ministre britannique n'est pas le seul. Et ce que j'ai à dire s'adresse à mes chers collègues conservateurs. Le conservateur britannique, le très honorable Damien Green, a noté, je le cite, que la réponse traditionnelle des conservateurs à l'idée de donner le droit de vote aux jeunes de 16 ans a été de la rejeter au motif qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire pour voter, aussi qu'ils ne paient pas d'impôts, dis-je, et qu'ils ne ressentent donc pas les conséquences de tout vote qu'ils pourraient remettre dans l'urne. Les réponses traditionnelles méritent une réflexion plus approfondie. L'appui conservateur, en fait, il estime que le soutien conservateur montrerait que nous sommes sûrs de pouvoir présenter nos arguments à une nouvelle génération. Nous pourrions non seulement les initier à la bonne habitude de voter aux élections, mais aussi à celle, encore meilleure, dit-il, de voter conservateur. Fin de la citation. Une autre voix conservatrice entame. Ruth Davidson, ancienne dirigeante des conservateurs écossais, a déclaré « Après avoir observé et débattu devant des jeunes de 16 et 17 ans tout au long du référendum, ma position a changé. Nous estimons que les jeunes de 16 ans sont suffisamment adultes pour s'engager dans l'armée, avoir des relations sexuelles, se marier, quitter la maison et travailler à temps plein. Les résultats du référendum suggèrent que, de toute évidence, ils sont assez âgés pour voter aussi. Si le vote 16 a déjà été adopté dans de nombreux pays, la réforme britannique présente un intérêt particulier pour nous ici au Canada. Premièrement, l'ensemble de notre système démocratique au Canada est basé sur le modèle de gouvernement de Westminster au Royaume-Uni. Jusqu'à ce jour, nous continuons à partager un chef d'État commun. Deuxièmement, le Royaume-Uni compte 70 millions d'électeurs, ce qui en fait l'un des plus grands exemples d'extension de l'âge du vote dans le monde. Troisièmement, il y a 50 ans, le Royaume-Uni a étendu le droit de vote aux jeunes de 18, 19 et 20 ans, et le Canada a suivi peu après. L'argument principal en faveur de ce projet de loi est simple. Nous devrions étendre l'âge du vote à 16 ans parce que les preuves vérifient que les Canadiens de 16 et 17 ans sont plus que suffisamment mûrs, informés et prêts à exercer le droit de vote aux élections fédérales proportionnellement à la capacité affichée par les personnes âgées de 18 ans et plus. L'extension de l'âge pour voter augmentera la participation électorale en donnant aux jeunes l'occasion de voter pour la première fois dans un environnement soutenu par leurs écoles et leurs familles. De plus, nous savons que les personnes qui votent pour la première fois à un plus jeune âge sont plus susceptibles de voter à nouveau à l'avenir. Il est lamentablement ironique de constater que les bureaux de vote sont souvent situés dans des écoles secondaires alors que les élèves doivent regarder de loin les autres exercer leur droit de vote. Il ne s'agit pas d'affirmations anecdotiques. Nous connaissons ces faits parce qu'un nombre croissant de recherches quantifiables, principalement en Europe, les confirment. Mais pas pour très longtemps.
j'ai eu le plaisir de vous inviter à 2 tables rondes universitaires sur la résilience démocratique ici au Sénat. Le 15 novembre, des universitaires et étudiants autochtones exploreront les recherches à mener au Canada sur la résilience démocratique et le 19 novembre, ils se joindront à d'autres collègues canadiens pour approfondir cette question dans un contexte canadien. Chers collègues, sachant que ce débat est nouveau pour beaucoup d'entre nous, j'aimerais aborder plusieurs questions et objections soulevées au fil des ans, dont la plupart portent sur la procédure plutôt que sur le fond. J'espère démontrer la légitimité de ce projet de loi et le rôle vital que le Sénat peut et doit jouer en le renvoyant en comité pour une étude approfondie. L'âge du vote a changé au fil du temps, au gré de l'évolution des conventions et des normes sociétales. Il ne devrait pas être confondu avec l'âge de la majorité comme l'ont soutenu certains sénateurs, ne serait-ce que parce que l'âge de la majorité n'est pas uniforme au Canada. Il est de 18 ans dans 6 provinces et de 19 ans dans les 4 autres provinces et les 3 territoires, mais de 18 ans au niveau fédéral. De nombreux droits et privilèges juridiques accordés aux jeunes Canadiens ne sont pas du tout liés à l'âge de la majorité, comme conduire, le travail, le service militaire ou le consentement médical et sexuel. Ces responsabilités liées à l'âge sont fondées sur la maturité, la responsabilité et la capacité à prendre des décisions indépendantes selon la tâche. La capacité de vote s'aligne sur cette science. C'est un fait scientifique que le développement neurocognitif nécessaire pour prendre des décisions raisonnées est aussi complet chez une personne de 16 ans que chez une personne de plus de 18 ans. La Dr. Sarah Jane Blakemore, neuroscientifique et professeure à Cambridge, écrit, et je cite, « Ils peuvent peser les arguments, penser de manière abstraite et envisager les conséquences à long terme. Ce type de réflexion prudente et délibérée, utilisée dans des situations calmes, est appelé cognition froide. Il s'agit du type de prise de décision typiquement impliqué dans le vote. » Fin de la citation. Un autre sénateur a affirmé un jour que le bon sens devrait nous inciter à ne pas poursuivre ce débat. Je pense que c'est justement le bon sens qui nous dit qu'on doit le faire. Nous savons que les jeunes peuvent raisonner aussi clairement et logiquement que les adultes, la science de la cognition froide, alors que le bon sens exige que nous étudions si l'extension du droit de vote est une bonne chose à notre époque. Un autre sénateur nous a demandé de réfléchir à l'âge de la sagesse pour pouvoir voter. Je reconnais qu'il s'agit d'une belle question, mais elle n'est pas pertinente. La sagesse peut désigner le sens et le jugement qui s'approfondissent souvent avec l'âge et l'expérience. Mais la sagesse n'est pas une condition préalable à l'exercice du droit de vote. Nous connaissons tous de nombreux Canadiens jeunes et vieux qui choisissent d'être informés, engagés et impliqués dans leur communauté, de se tenir au courant des événements politiques et de formuler de manière réfléchie leurs propres préférences et positions politiques. Mais soyons honnêtes, nous en connaissons aussi beaucoup d'autres qui choisissent de ne pas l'être. Les faibles taux de participation électorale au Canada témoignent de ce désengagement. Toutefois, nous ne limitons pas le vote à ceux qui peuvent prouver un certain niveau d'engagement ou de connaissance. En fait, la sagesse consiste à savoir qu'il est fondamentalement erroné d'agir de la sorte. Il n'y a pas de test de connaissance préalable pour qualifier un électeur. Nous utilisons simplement un âge minimum arbitraire à partir duquel nous estimons que les individus peuvent supporter le poids d'une prise de décision informée depuis un demi-siècle. Cet âge est fixé à 18 ans. Auparavant, c'était 21 ans et avant ça, 25 ans. Il n'y a pas si longtemps dans notre histoire, les femmes et les peuples autochtones ne pouvaient voter parce qu'ils étaient jugés incompétents, ce qui se retrouve dans de nombreux arguments contre les jeunes de 16 et 17 ans aujourd'hui. Considérez que tous les partis politiques considèrent les jeunes de 14 ans comme tout à fait capables de servir de délégués électoraux, leur confiant le plein droit de prendre des décisions de vote raisonnées et informées sur leur sélection de candidats aux élections
et même d'un futur premier ministre potentiel. Mais il les juge incapables de voter lors d'une élection générale nationale. C'est peut-être précisément pour ces raisons que ce projet de loi mérite d'être examiné attentivement par un comité sénatorial. Je voudrais aborder un autre point de vue soulevé en cette Chambre. Si nous considérons que les jeunes Canadiens sont prêts à voter à 16 ans, nous devrions également baisser toutes les autres restrictions liées à l'âge, comme la consommation d'alcool. La science note que la cognition froide diffère en termes de fonction et de développement neurologique de la cognition chaude, qui est davantage liée à l'émotion et à la motivation. Cet aspect du développement neurologique prend plus de temps à mûrir, car contrairement à la cognition froide, il est fortement influencé par la croissance hormonale et physiologique en cours. C'est pourquoi le Canada autorise la conduite à 16 ans, mais limite à 18 ou 19 ans la consommation d'alcool et de drogues légales qui ciblent les processus émotionnels et le contrôle physique. Aux États-Unis, ce phénomène est encore plus prononcé. On peut s'engager dans l'armée à 17 ans, voter à 18 ans, mais ne boire qu'à 21 ans. Nous faisons déjà la distinction entre ces capacités dans la loi, et le vote appartient clairement au raisonnement, pas à l'alcool. La recherche médicale montre que plus l'âge de la consommation d'alcool est élevé, meilleurs sont les résultats en matière de santé. En ce qui concerne le vote, c'est l'inverse. Plus l'âge du premier vote est bas, plus les résultats démocratiques sont bons. Des études menées dans toute l'Europe montrent que l'extension de l'âge du vote augmente la participation, crée des habitudes de vote tout au long de la vie et encourage même les générations plus âgées à se réengager dans la démocratie. Comme je le dis souvent, votez jeune, votez longtemps. Lors du débat sur mon projet de loi S-201, le sénateur Plett, en tant que critique, a soulevé des points qui méritent d'être répétés parce que je suis d'accord avec lui. Il a reconnu que la Charte des droits et libertés consacre le droit de vote des Canadiens sans préciser d'âge, au point que nous ne devons plus nous demander pourquoi devrions-nous repousser l'âge du vote, mais pourquoi ne devrions-nous pas le repousser. En effet, les jeunes Canadiens ont contesté la Charte, arguant que l'âge actuel du droit de vote est contraire aux articles 3 et 15 de la Charte des droits et libertés et est donc inconstitutionnel. En 2022, la Cour suprême de Nouvelle-Zélande a rendu une décision historique en affirmant que l'âge actuel du vote, fixé à 18 ans, constituait une limitation discriminatoire et injustifiée des droits inscrits dans leur charte. Il est indiqué qu'ils ont étudié les modèles de droit canadiens avant d'élaborer leur propre déclaration des droits. En tant que critique d'un précédent projet de loi sur le vote 16, le sénateur Plett a cité la commission Lortie de 1991, chargée d'examiner l'âge national du droit de vote. L'engagement des jeunes et des adultes a été comparé dans 3 domaines. La mesure dans laquelle les personnes à affranchir ont un intérêt dans la gouvernance de la société. 2, la mesure dans laquelle on peut attendre à ce qu'ils exercent un vote mûr et informé. Et 3, le niveau de participation aux activités citoyennes. Sur ces 3 critères, la commission a estimé que les jeunes étaient sur un pied d'égalité avec les adultes. Le sénateur Plett s'est appuyé sur le fait que la commission n'est pas parvenue à un consensus sur l'extension de l'âge du vote. Cependant, il a émis d'importantes conclusions et une recommandation faite par cette commission royale, extrait de la page 57 du rapport. Depuis la Confédération, le droit de vote a été régulièrement modifié pour inclure un nombre toujours croissant de Canadiens. À mesure que notre société continue d'évoluer, il est possible que l'abaissement de l'âge du vote devienne l'objet de demandes plus fortes de la part des personnes concernées et d'un plus grand soutien de la part des Canadiens. L'âge du vote n'est pas spécifié dans la Constitution et est donc relativement facile à modifier. Nous concluons donc que le Parlement devrait réexaminer la question périodiquement. Fin de la citation. Il y a plus de 50 ans que le Parlement n'a pas sérieusement réexaminé cette question.
Au cours de ce demi-siècle, la science et les neurosciences ont considérablement approfondi notre compréhension de la maturité du raisonnement et de la compréhension des jeunes. Au cours de ces 50 années, les jeunes Canadiens ont été invités à assumer davantage de responsabilités, à devenir plus conscients de la politique, plus engagés et plus directement affectés par des décisions auxquelles ils n'ont que peu ou pas participé. Une série d'études internationales et canadiennes ont montré que les jeunes de 16 et 17 ans ne sont pas moins développés politiquement que les adultes. Dans certains cas, ils sont mieux informés ou aussi bien informés que les adultes. De même, Élections Canada a constaté que les jeunes de 16 à 17 ans sont tout aussi intéressés et parfois plus par la participation à diverses formes d'activités politiques que les électeurs plus âgés, que ce soit pour le vote ou pour des activités civiques non électorales. Au cours des 5 dernières décennies, dans le monde entier, les pays ont reconnu cette réalité en étendant le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans et en constatant des avantages tangibles. Une plus grande participation des jeunes, des habitudes civiques plus fortes et un plus grand engagement de toutes les générations. Seulement cette année, 3 villes des États-Unis ont étendu l'âge du droit de vote à 16 ans. Nous disposons de recherches et de ressources qui renforcent notre possibilité de revitaliser notre démocratie. Je suis particulièrement encouragée par la feuille de route du réseau Democracy Classroom pour le vote à 16 ans, qui définit 16 étapes pour garantir que l'abaissement de l'âge du vote devienne une étape transformatrice pour la démocratie britannique. Fin de la citation. Y compris un droit garanti à l'éducation démocratique, un soutien fort aux éducateurs et des opportunités accrues pour le leadership et l'influence de la jeunesse, soutenu par des boîtes à outils sur la lutte contre la désinformation, la compréhension des chambres d'écho et l'engagement du dialogue civique. Ce travail intervient alors que le gouvernement britannique s'apprête à présenter sa stratégie pour la jeunesse et son examen des programmes d'études et d'évaluation des décisions qui façonneront l'engagement national de la jeunesse. Le Canada et le Royaume-Uni étant liés par une couronne commune et un héritage constitutionnel, leur leadership reflète un changement mondial que nous devons considérer. Certains en cette Chambre soutiennent que ce n'est pas la Chambre appropriée pour cette discussion, que les projets de loi affectant la loi sur les élections devraient être introduits par la Chambre élue. Pour citer le sénateur Thomas sur ce point, je pense que le sujet de ce projet de loi n'est pas un sujet dont le Sénat devrait prendre l'initiative. Il est, à mon avis, irrespectueux de la part du Sénat de chercher de manière proactive à modifier les processus électoraux des membres des députés plutôt. Mais ce n'est que mon opinion. Je respecte le sénateur Thanos et je respecte son opinion, bien que je ne la partage pas. Mais notez que l'opinion ne supplante pas les règles parlementaires, les conventions ou les précédents. Rien dans le règlement n'empêche un sénateur de présenter un projet de loi sur n'importe quel sujet. La loi constitutionnelle de 1982 accorde au Sénat autant de pouvoirs législatifs qu'à la Chambre des communes, à l'exception, comme nous le savons tous, des projets de loi octroyant du financement. En outre, au cours des 20 dernières années, le Sénat a présenté 15 projets de loi modifiant la loi électorale du Canada, dont un seul était un projet de loi gouvernemental. L'un de ces projets de loi public a été adopté par le Sénat et renvoyé au comité spécial. L'un de ces projets de loi publics importants a proposé le vote obligatoire. Cette proposition a été débattue avec véhémence en deuxième lecture. L'un de ces projets de loi, qui risque de faire dresser l'oreille à certains de mes collègues, a été présenté par l'ancienne sénatrice Fromm et proposait d'interdire les contributions étrangères aux entités politiques. Ce projet de loi a été renvoyé en comité moins d'un an après son introduction. Il peut être intéressant pour les sénateurs de savoir qu'à aucun moment au cours des débats sur ces projets de loi relatifs aux élections,
Aucune objection n'a été soulignée par le Sénat, indiquant que le Sénat n'était pas la chambre appropriée pour initier des changements à la loi sur les élections. Jusqu'à ce qu'on parle du projet de loi vote 16, il a été suggéré par un sénateur lors de la dernière session que tous les partis étaient opposés au projet de loi sur le vote 16 à la Chambre des communes. En fait, le NPD, le Bloc et le Parti vert ont tous voté à l'unanimité en faveur du projet de loi, tout comme plus de 20 membres du parti au pouvoir qui se sont courageusement dissociés du whip. Ensemble, ces députés représentent plus de 30 du vote populaire national, soit plus de 4 millions de Canadiens aux élections de 2021. Chers collègues, nous sommes dans une logique de changement progressif. Ce vote raconte une autre histoire, celle de l'acceptation croissante de l'élargissement du droit de vote pour revitaliser notre démocratie et la preuve évidente que de nombreux Canadiens, peut-être surtout ceux dont les voix ne peuvent pas être entendues au Parlement, si nous ne continuons pas à leur ouvrir la voie en les invitant à s'adresser directement aux sénateurs en comité. Les preuves sont claires. Le moment est venu. J'ai été profondément honorée par le niveau de soutien que mon projet de loi sur le vote 16 a reçu au cours de cette session. Plus de 50 organisations de la société civile ont adopté une déclaration commune appelant l'extension du droit de vote, notamment « L'apathie est ennuyeuse », l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, la BC Teachers Federation, la Fédération canadienne des étudiants, le Congrès du travail du Canada, la Fondation canadienne des femmes, le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse, Fair Vote Canada, Fair Voting BC, Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador, Manitoba Association of Rights and Liberties, Operation Black Vote Canada, PI Coalition for Women in Government, le Centre Samara pour la démocratie, UNICEF Canada et Jeunesse Ottawa. Étant à l'abri des préjugés et des pressions du cycle électoral et de la partisanerie, le Sénat est peut-être le mieux placé pour entreprendre l'étude de cette importante question. Par sa conception même, le Sénat est destiné à participer au processus législatif, à l'abri des pressions du cycle électoral et de la politique partisane du moment. Comme l'a fait remarquer l'un de nos estimés collègues, le sénateur Harder, dans la Revue nationale de droit constitutionnel, les sénateurs étant nommés pour un long mandat, on s'attendait à ce qu'ils ne placent pas les intérêts et le sort des partis politiques au cœur de leurs délibérations. Au lieu de cela, les sénateurs adopteraient une approche indépendante et désintéressée de l'examen et du débat législatif, appliquant leur jugement réfléchi sans être entravés par des pressions électorales ou partisanes. Fin de la citation. Libérés des pressions, des contraintes et des impératifs du cycle électoral, les sénateurs pourraient apporter à la réforme de l'âge du vote une nuance et une distance désintéressées qui ne serait pas possible pour un corps élu, qui doit faire face aux préjugés et aux pressions, connues et inconnues, associées à leurs fonctions électives. Chers collègues, permettez-moi d'être clair. Nous ne demandons pas un vote final ici sur cette proposition. Nous demandons seulement que ce projet de loi soit renvoyé en comité pour une étude approfondie et substantielle. Cela est le forum approprié pour examiner les preuves, entendre les experts et les Canadiens directement concernés et explorer toutes les questions ou préoccupations que les sénateurs pourraient avoir. Les arguments qui ont été utilisés dans le passé, pour la plupart techniques, ne sont plus pertinents au sein de ce Parlement. Il n'y a aucun obstacle juridique ou constitutionnel à l'étude de ce projet de loi. Le seul obstacle serait celui que nous créons nous-mêmes. Donc, en renvoyant ce projet de loi en comité, nous préservons l'intégrité du processus législatif et témoignons de notre confiance dans la capacité unique du Sénat à délibérer de manière responsable et indépendante. Je souhaite vivement vous convaincre du bien fondé de l'étude de ce projet de loi, de l'opportunité de le faire ici au Sénat
et de la manière dont nous nous acquittons ainsi de notre responsabilité de parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix et ceux qui sont sous-représentés. En outre, en tant que sénateur, nous avons un rôle unique à jouer sur cette question sensible, précisément parce que nous sommes à l'écart des pressions du cycle électoral. Veuillez y penser et veuillez garder en tête ces réflexions. L'ancien président Fury nous a rappelé le 11 mai 2023 que le Sénat n'est pas une chambre comme les autres. Il a dit, je cite, « Les sénateurs ont la particularité de pouvoir résister à la pression du public afin de faire le bien public. » Cela n'a jamais été aussi important que dans le monde d'aujourd'hui. Fin de la citation. Nous ne sommes pas liés par les pressions immédiates des élections. Nous pouvons regarder vers l'avenir, nous concentrer sur le long terme et appliquer nos connaissances et notre expérience pour renforcer le discours public. Le sénateur Oussakos, le 20 avril 2023, l'a clairement exprimé. Lorsque cette Chambre a été créée, le père de la Confédération, John A. Macdonald, a clairement indiqué que cet organe parlerait pour les voix qui n'étaient pas suffisamment entendues à l'autre endroit. Je me souviens des mots prononcés aussi par la sénatrice Wallin. Nous ne sommes pas tenus par la loi ou la Constitution de nous en remettre à la Chambre élue. Ils ont des droits et des pouvoirs, et nous aussi. Fin de la citation. Cette indépendance s'accompagne d'une responsabilité, le devoir d'étudier les projets de loi de manière approfondie. L'ancien sénateur Cotter, le 21 juin 2023, l'a peut-être dit le mieux. Citation, « L'un des avantages d'un projet de loi qui nous est soumis en premier, nous transformant d'une certaine manière en une chambre de réflexion sobre, est qu'il y a un plus grand degré de liberté et d'ouverture dans l'élaboration des amendements au projet de loi, y compris les amendements du gouvernement lui-même. » Fin de la citation. Même lorsque les sénateurs s'opposent à un projet de loi, ils comprennent que l'étude en comité est essentielle à une délibération complète et mesurée du Sénat. Pour citer le sénateur Macdonald, le 18 avril 2023, qui a parlé d'un projet de loi sur revenu universel, il a dit « Je sais que ce projet de loi n'est pas soutenu par notre groupe parlementaire. Cependant, tous les projets de loi méritent d'être examinés en comité. » L'ancien sénateur Plett, le 19 mars 2024, a fait écho à ce principe. Il a dit « J'ai toujours dit que j'étais favorable à ce qu'une loi soit renvoyée en comité. Je serais incohérent et hypocrite si j'essayais d'empêcher cette loi d'être renvoyée en comité. » Pourquoi est-ce que l'étude en comité est importante? Parce que le débat public est souvent désordonné. Les comités sénatoriaux sont rigoureux. Le sénateur Wu, le 7 septembre 2022, y a fait allusion. Les partisans et les opposants débattent souvent de versions différentes et se parlent donc à tort et à travers. Si un comité sénatorial peut clarifier les questions, ce sera une contribution positive sur une importante question de politique publique, que le projet de loi soit adopté ou non. Le sénateur Wu faisait référence au revenu de base universel, mais il en va de même pour le vote 16. Le renvoi de ce projet de loi en comité permettrait à des experts, des universitaires, des défenseurs et surtout aux jeunes eux-mêmes de venir témoigner, ce qui enrichirait notre compréhension de cette question et éclairerait profondément notre prise de décision. Nous avons besoin d'entendre les gens sur cette question. Et lorsque les Canadiens font entendre leur voix, le Sénat doit les écouter. Sénateur Oussakos, le 20 avril 2023, a dit « Il arrive aussi un moment où, en tant que législateurs, nous avons entendu un tel tollé de la part de tant de Canadiens que je pense que nous avons l'obligation, à la fois constitutionnelle et morale, de veiller à ce que ces voix soient entendues. » Fin de la citation. Chers collègues, il y a des Canadiens qui attendent depuis des années d'être entendus sur vote 16. Alors, comment allons-nous réagir?
Ce problème prend de l'ampleur et il ne fera que prendre de l'ampleur davantage. Les données, le soutien du public et le poids croissant des preuves au Canada et dans le monde entier l'indiquent. C'est une vague qui croît. Elle n'a pas encore atteint son sommet, mais elle le fera. Je pense sincèrement que les parlementaires et les partis politiques ont la possibilité de faire preuve d'un leadership national et de prendre les devants sur cette vague où nous pouvons potentiellement orienter et informer positivement sa trajectoire, où nous nous retrouverons probablement ensevelis sous elle et rejetés comme des opposants retranchés. Les jeunes Canadiens sont à la tête de cette vague, grâce au travail d'organisateurs de jeunesse comme Sarah Mora et Alexis Toivainen à Toronto, ainsi que de plus de 20 organisations de la société civile impliquées dans la sécurité publique, les droits des personnes handicapées, le transport en commun, la réforme démocratique, l'engagement des jeunes et les espaces publics. Le Conseil municipal de Toronto a voté en avril de cette année pour permettre aux jeunes de 16 et 17 ans de prendre part au scrutin de quartier. Grâce à ce changement, la plus grande ville du Canada s'est assurée que davantage d'électeurs votent pour la première fois en tant que jeunes dans un environnement familier et favorable. Sarah s'est également adressée au conseil municipal de Port Hope en Ontario en juin dernier, citant la récente percée à Toronto, mais aussi à Montréal, Mont-Saint-Hilaire et Vancouver, où des jeunes de 16 et 17 ans ont été inclus dans des initiatives de budget participatif. Sarah a soutenu que, en engageant les jeunes civiquement dès le début, ils sont initiés à la citoyenneté active et à leurs responsabilités civiques, augmentant ainsi la probabilité qu'ils restent engagés tout au long de leur vie adulte. Rejoints par leurs camarades Pavan Guman et Sam Nadurata, qui ont organisé une pétition parmi les jeunes de Port Hope, ils ont demandé au conseil municipal d'autoriser les jeunes de 16 et 17 ans à siéger dans des comités consultatifs tels que les comités des parcs, des loisirs et la culture et le comité consultatif sur l'environnement. Le groupe a passé des mois à étudier le processus décisionnel de la Ville, à affiner sa proposition et à s'entretenir avec le personnel du conseil et le maire. Le conseil a voté à l'unanimité le renvoi formel de cette proposition au comité consultatif chargé de l'examen des règlements et de l'étude d'une participation élargie des jeunes dans le cadre de ce processus. Je suis tout à fait d'accord avec les propos du conseiller Todd Attridge qui a déclaré ce jour-là « Chaque fois que des jeunes viennent nous parler, je suis toujours impressionnée. » J'aimerais également parler de l'initiative des jeunes de mon groupe consultatif de jeunes à Winnipeg qui ont organisé et rencontré des membres de notre conseil municipal. Et Winnipeg est devenue une des premières villes dans le monde à se déclarer comme une ville sans nucléaire. C'est directement le résultat de jeunes qui se sont organisés pour s'assurer que les conseillers étaient bien préparés avant le vote. Au cours de l'été, le comité spécial de la Colombie-Britannique sur la réforme démocratique et électorale a organisé une tournée de consultation à l'échelle de la province, au cours de laquelle des individus et des groupes ont présenté des exposés sur la manière d'améliorer la participation des électeurs et l'engagement démocratique dans la province. Sur les 41 présentations qui comportaient une opinion sur l'âge de vote, 93% étaient en faveur de l'extension de cet âge à 16 ans. Le sénateur Harder a longtemps défendu avec insistance le Sénat en tant que forum indispensable pour les voix peu entendues. La deuxième chambre permet aux petites régions et aux intérêts minoritaires de s'exprimer, afin qu'ils ne soient pas noyés par les voix plus importantes et plus bruyantes. Et c'est la fonction du Sénat de détecter et de communiquer les points de vue et les opinions que le système représentatif des communes ne parvient pas à détecter de manière adéquate. Ce point est également soulevé par l'humoriste Rick Mercer dans son style typique et cité par l'ancien député Scott Sims pour soutenir vote 16. Alors, citation de Mercer. « Si j'avais 16 ans, j'écrirais à mon député. Je me plaindrais. Mais, si j'avais 16 ans, il se moquerait de ce que j'ai à dire, parce que je n'ai pas le droit de vote, et c'est bien là le problème. » Fin de la citation.
une étude en comité permettrait au Sénat d'entendre ces jeunes Canadiens, d'évaluer les preuves et d'apporter le point de vue sobre et indépendant que cette Chambre est censée offrir. Enfin, je me souviens des paroles de la sénatrice Batters qui, je voulais m'assurer de bien dire ce que vous aviez dit. Alors, qui a partagé le 25 avril 2023 en cette Chambre, au cours du débat sur un autre projet de loi litigieux, que cela bafoue les intérêts des minorités que les sénateurs ont juré de protéger. Et elle a déclaré avec force aussi que, dans cette enceinte, l'un de nos rôles en tant que sénateur est de sauvegarder et de préserver les droits et les intérêts des minorités qui risquent d'être bafoués dans une Chambre des communes élue selon le principe de la représentation proportionnelle à la population. Ce qui était vrai à l'époque l'est encore aujourd'hui. Chers collègues, c'est précisément la raison pour laquelle une étude sur l'extension de l'âge du vote a sa place ici. Nous avons l'autorité. Nous avons l'indépendance. Nous avons la responsabilité. Écoutons les preuves, écoutons les jeunes. Donnons à ce pays l'orientation qu'il mérite. L'extension de l'âge du vote à 16 ans ne consiste pas simplement à ajouter des noms à la liste électorale. Il s'agit de renouveler et de renforcer nos institutions démocratiques à un moment où elles sont mises à rude épreuve. Ici, au Canada, la participation électorale a fortement diminué au cours des 40 dernières années et la confiance dans le Parlement et les institutions publiques s'est affaiblie. Partout dans le monde, des forces similaires sont à l'œuvre. Polarisation, désengagement et cynisme. La meilleure réponse à ces pressions n'est pas de réduire la participation, mais de l'élargir. Inviter davantage de Canadiens dans le processus, montrer que leur voix compte et faire comprendre que notre démocratie leur appartient. Et les faits montrent que cela fonctionne. En Autriche, où les jeunes de 16 ans votent depuis 2007, les taux de participation de ce groupe sont comparables et souvent supérieurs à ceux d'électeurs plus âgés. En Écosse, pendant le référendum sur l'indépendance, les jeunes de 16 et 17 ans ont voté à un taux estimé de 75 %, devançant ainsi leurs aînés de quelques années. Une étude plus récente a confirmé que les jeunes en Écosse qui ont obtenu le droit de vote à l'âge de 16 ou 17 ans ont tendance à voter dans des proportions plus élevées, non seulement immédiatement, mais aussi lors des élections suivantes, même lorsqu'ils ont une vingtaine d'années. Cela m'amène à l'un des arguments les plus convaincants en faveur de l'extension du droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans. Le développement de saines habitudes démocratiques. Ici au Canada, Élections Canada a constamment constaté que le vote est une habitude qui se forme. Les jeunes Canadiens qui votent lors de leur première élection éligible sont beaucoup plus susceptibles de continuer à voter tout au long de leur vie. Mais s'il manque cette première occasion, le désengagement a tendance à persister. Actuellement, notre système introduit le vote à un moment de rupture. Lorsque les jeunes déménagent, commencent à travailler ou à faire des études postsecondaires et sont le moins enracinés dans leur communauté. En étendant le droit de vote à 16 ans, alors que la plupart d'entre eux sont encore à l'école et dans un environnement stable, nous leur offrons les meilleures conditions possibles pour prendre cette habitude tout au long de leur vie. Loin d'affaiblir notre démocratie, le fait de donner plus tôt le pouvoir aux jeunes Canadiens la rendrait plus résistante, plus participative, plus représentative et plus forte face aux forces qui cherchent à l'éroder. La recherche montre également un effet de ruissellement. Lorsque les jeunes s'engagent, leurs parents et grands-parents Je devrais peut-être attendre encore un peu pour avoir un peu d'eau. The trickle-up effect.
Donc, cet effet de ruissellement. Lorsque les jeunes s'engagent, leurs parents et grands-parents sont plus susceptibles de s'engager à leur tour. En d'autres termes, l'augmentation de l'âge de vote ne renforce pas seulement la participation des jeunes, mais aussi celle de l'ensemble de la société. Comme l'a récemment déclaré le directeur général des élections des territoires du Nord-Ouest, dans les endroits où l'âge de vote a été abaissé, on a constaté que les jeunes de 16 et 17 ans votent davantage que les jeunes de 18 à 24 ans. Mais ils sont également plus susceptibles de voter à l'élection suivante et à celle d'après. Je suis ici aujourd'hui, non pas pour vous convaincre des mérites de l'extension de l'âge de vote. Sénatrice McFedrin, le temps alloué pour votre discours a expiré. Pourrais-je demander 3 minutes additionnelles? Sommes-nous d'accord? D'accord. Merci, chers collègues. C'est apprécié. Je suis ici pour vous demander instamment d'envoyer ce projet de loi en comité afin que nous puissions tous en apprendre davantage sur ses avantages potentiels. S-222 n'est pas une proposition radicale. 17 pays, dont l'Écosse, l'Allemagne et les États-Unis, ont déjà élargi le droit de vote au niveau national, étatique ou local. Nous avons beaucoup à apprendre de leur expérience. Si le Royaume-Uni, pays de notre propre chef d'État, a décidé d'abaisser l'âge du droit de vote, alors on aura peut-être la curiosité pour en reconnaître les raisons. J'aimerais remercier tous les sénateurs qui souhaitent prendre la parole à ce sujet. Si vous n'êtes pas sûr des mérites de ce projet de loi, si vous êtes indécis et même si vous êtes simplement curieux, s'il vous plaît, envoyez ce projet de loi en comité. Nous devons d'en apprendre plus afin que nous puissions avoir une discussion approfondie et garder notre promesse envers les Canadiens de les entendre. Merci.